Chaque 15 août, tandis que les foules prennent le chemin des célèbres lacs de terre rouge, je me dirige vers Molière, à la découverte d'un itinéraire plus discret, plus sauvage, où la montagne dévoile une autre facette de son caractère. À peine le départ donné, le pump track s'anime déjà. Mika encadre les jeunes élèves tandis que je poursuis mon ascension en direction du col Mercière. Le sentier longe la retenue collinaire, alimentée en partie par une petite zone humide qui la domine, véritable réservoir naturel au cœur de la montagne. Quelques instants plus tard surgissent les vestiges de l'ancienne caserne de la garde à la frontière. Leur silhouette de pierre parfaitement intégrée à cet univers minéral interroge autant qu'elle fascine. L'entrée dans le parc national du Mercantour marque une véritable rupture. Après avoir retiré la cordelette posée par Andrea, qu'il faudra bien sûr remettre en place, le décor change radicalement. Ici, la nature a repris tous ses droits. Les fortifications d'hier sont devenues les refuges de la faune sauvage, offrant un nouvel équilibre entre mémoire et biodiversité. La descente se poursuit à travers une superbe prairie alpine, éclatante de couleurs en cette saison, avant de rejoindre la piste de Salaise. Au loin, des chamois broutent paisiblement. Un peu plus loin, une croix que j'ai l'habitude de croiser au fil de mes randonnées attire cette fois-ci davantage mon attention. Une plaque commémorative y a récemment été apposée. Son inscription reste volontairement sobre, évoquant simplement la mémoire de militaires italiens disparus en ces lieux. Soudain, un chamois descend en toute quiétude la pente avant de traverser le chemin que nous empruntons. Face à nous se dressent les plus majestueux sommets du Val de Blore. Si le mont Pied-Poiry est sans doute le plus connu, il est entouré d'une multitude de cimes imposantes, souvent ignorées des randonneurs. Car ici, nous sommes bel et bien sur les territoires de Val de Blore, un secteur où l'eau façonne les paysages autant que le relief. Chaque torrent franchi annonce un nouveau vallon. Nous pénétrons ici dans le vallon Tavels. D'ailleurs, c'est le sentier qui mène au lac du même nom qui nous fait dos. Une fontaine improvisée offre une halte rafraîchissante. Elle est particulièrement appréciée en ces journées de forte chaleur. À la balise 15, changement de cap. Nous empruntons le sentier des Morettes qui conduit progressivement vers le vallon de Molière et son hameau chargé d'histoire.
frange des conifères s'écartant peu à peu laisse entrevoir en contrebas le hameau de Molière. Le franchissement de la passerelle du vallon de Tabels annonce l'arrivée imminente de notre périple. Emportée par la tempête Alex, l'ancienne passerelle a laissé place à un nouvel ouvrage réalisé par les scouts de Monaco. Plus qu'un simple pont, il symbolise le lien retrouvé entre les deux rives et la renaissance d'un territoire durement éprouvé par les éléments. Nous voici arrivés à Molière, où les bénévoles s'affairent aux derniers préparatifs. Certains s'activent en cuisine pour préparer les spécialités qui seront servies aux visiteurs, du traditionnel pambagna à l'adobe accompagné de polenta. D'autres installent des bâches afin d'offrir un peu d'ombre et de fraîcheur aux nombreux visiteurs qui, en ce mois d'août, viennent aussi profiter des après-midi en montagne. D'ailleurs, il est fort possible que cet après-midi laisse place à des orages. Mais Molière, c'est aussi une histoire, une mémoire et des anecdotes transmises de génération en génération. Alors, allons à la rencontre de Joseph, Moliérois de souche, qui va nous raconter une petite anecdote historique parfaitement illustrée par l'exposition photographique présentée cette année. Joseph. Oui. Alors, en septembre 66, qu'est-ce qui s'est passé ici, pas loin de Molière? Vous étiez où ce jour-là? J'étais à la chasse, dans la combe de Pignal-Soutran, là-haut. Et on était postés, et puis bon, on ne savait pas ce qui se passait, parce que la veille, on avait vu plein de camions au col, parce qu'on était arrivé la veille pour venir à la chasse, nous. On avait plein de camions militaires, tout ça, et on croyait que c'était des soldats qui venaient faire des manœuvres. Et on ne savait pas tout ça. Et puis quand on a été à la chasse, on a entendu un bruit, un vacarme, une détonation formidable. Et en regardant comme ça, on a vu que c'était de ce côté-là, sur le lac. Et là, une gerbe d'eau, bon, il devait bien au moins une cinquantaine de mètres d'auteur, hein, ce qu'on a vu nous, hein, d'en haut. Et voilà, et on a su après on nous a dit que cette secousse, elle serait été ressentie jusqu'au Japon, de ce qu'ils avaient fait sauter là. Alors bon, et on n'en savait pas plus, hein, voilà, hein, mais on croyait que c'était des militaires qui avaient fait ça pour faire des manœuvres. Donc c'était une expérience scientifique à l'origine. Certainement, oui. Voilà, hein, je ne veux pas... Et la piste existait déjà, on venait déjà à Molière en voiture? Non, là, il y avait... Alors, ils avaient aussi un bulle, je sais, à l'époque, et qu'ils avaient fait un tracé, parce qu'ils étaient montés jusqu'au lac, avec des camions, avec des GMC et des jeeps, hein. Ils étaient montés jusqu'en haut. Ils avaient tracé comme ils avaient pu un peu à travers les rochers, mais après, quand ils ont fini d'amener donc le matériel qu'ils avaient besoin pour pouvoir exploser le lac, ils l'ont détruit la piste après, hein. Quand ils ont fini, ils ont détruit tout. Mais ils étaient montés jusqu'en haut avec des camions, avec des GMC et des jeeps et des Dodge aussi, là-haut, hein. Ils avaient porté le matériel en haut, toute la dynamite, quoi, qu'ils avaient besoin de mettre dans le lac. Oui. Bon, ça fait un souvenir de... Ah ben, comme tant d'autres. D'ici au lac Nègre, il faut combien de temps? D'ici à là? Au lac Nègre. Ah, d'ici de Molière? Oui. Il faudra bien compter au moins 2 heures, 2 heures et demie, hein. Ah, aux alentours de 2 heures, 2 heures et demie, oui. Je pense à peu près, oui. Oui. Après, il y en a qui marchent. On ne l'a pas dit, c'est au lac Nègre qu'il y a eu cette expérience scientifique. Ah ben non, nous, on ne savait pas tout ça, hein. On ne savait pas. Ah oui. On a appris beaucoup après, hein. Bon. À cette époque-là, il y avait encore des gens qui habitaient à Molière, qui étaient à Molière. Certainement, c'est sûr. Et encore au moins 5 ou 6 familles qui étaient là encore. Donc vous avez tous été surpris par... Mais ils ont été surpris par la détonation. Mais ils ne savaient pas eux non plus qu'est-ce qui se passait, hein. Ça c'est sûr. Non, ça s'était tout passé là-haut sur le col, entre le col et le lac. Mais à Molière, personne ne savait rien de tout ça, hein. Ils l'ont su après, bien sûr, mais pendant cette explosion, non. Ah ouais. Nègre, en plus, on y pêche dans le lac Nègre. Ah oui, là-haut, il y a des trucs énormes, il paraît. Bon, il y avait à l'époque, hein, il y avait. Ah, alors là, je ne sais pas, après la détonation, c'est qu'elle puisse arriver, ça, je ne sais pas ce qui a pu arriver, mais les trucs, je pense qu'ils en avaient pris un coup, hein, parce que, avec une explosion comme il s'est passé, il devait y avoir beaucoup qui étaient kilomètres en l'air, hein. Oui. Ah, Prophétie de l'Argentera. Alors l'Argentera, on rappelle un peu ce que c'est?
Ah, ça c'est une question piège. C'est ben, ça Le pendant italien du Mercantour. Voilà, Voilà. exactement. C'est-à-dire c'est aussi le plus haut sommet, C'est le plus haut sommet, voilà. le plus haut sommet des Alpes-Maritimes. Exactement. Voilà. Le Géla c'est 3143, mais la cime. L'Argentera, est, c'est presque 3003. Voilà. Ça dépasse pas de beaucoup, mais c'est le plus haut sommet. Voilà. Allez, on revient. C'était mon spécialiste du Mercantour, Ernest Di Gregorio, qui nous a raconté ces petites précisions qui m'avaient échappé. Moi, je suis plus concentré sur la littérature, donc ça, La prophétie de l'Argentera, c'est le dernier roman de Jacques Drouin, randonneur émérite, c'est notre 6e collaboration, et ça démarre vers Estinck, et c'est l'histoire d'un trek entre un ancien photographe people à Monaco et une jeune femme alpiniste émérite, où ils se découvrent, où ils se racontent au fur et à mesure de leur traversée du Mercantour, en partant d'Estinck, mais en allant au Mounier, à Longon, en passant à Molière, à Val-de-Blore, le Boréon, pour finir au Gélas, effectivement. Alors, justement, à côté, vous avez un écrivain, on va dire. Oui. Pour faire ce genre de livre, il faut être randonneur. Oui, bah, Ernest, il va répondre. Il faut être randonneur, mais en même temps, comme je vous ai expliqué, juste une parenthèse, l'année dernière j'étais à la fête de la Châtaigne à Isola, village, et puis le lendemain je suis parti tout seul d'Isola 2000, et puis je me suis cassé la figure avec une fracture de la malléole, voilà. Sinon, moi j'écris des romans de montagne, c'est la montagne qui m'inspire avant tout. Alors dans Vengeance au mille fonds, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ça se passe entre Var, un petit village qui s'appelle Clavier, et le Mercantour. Et c'est une histoire d'amour contrariée et plutôt mal vue, parce que c'est une histoire d'amour entre une résistante et un officier allemand. Mais bon, officiellement, il y avait officiellement et officiellement. Cet officiellement se dressait contre les directives du nazisme, et il faisait partie de l'armée régulière, de la Wehrmacht, et il était plutôt... je ne peux pas dire qu'il protégeait les résistants, mais enfin, il était conciliant, voilà. Ô Notre-Dame, nous voici devant vous. Vous confiez nos âmes à votre cœur chez nous. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère, nous venons prier et remercier ceux qui ont enraciné l'amour de Molière dans le cœur des vivants, ceux qui nous ont précédés. Le dernier en date, notre ami Giacomo, et tous les autres, ceux qui sont originaires de Molière et qui nous ont quittés en étant ailleurs. Je pense à Pierrot Bruno, je pense à d'autres qu'on a connus, originaires de Molière. Et une pensée spéciale aussi pour celles et ceux qui maintiennent les traditions, celles et ceux qui souhaitent que l'enracinement en Molière soit toujours possible. Celles et ceux qui souhaitent que Molière soit un lieu de paix, de justice et d'amour. Se trouve dans cette terre bénite du cimetière de Molière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'un Dieu qui nous aime, oh, je te salue Marie, Mère de Jésus-Christ, Vierge bénie, âme choisie,
Ave Maria, Ave Maria. Gustavo Ignazio, mort pour la patrie. Ricci Michele di Serafino, mort pour la patrie. Mario Saverio Andrea di Ignazio, mort pour la patrie. Merci Pauline Italien, merci. Les Molérois, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, tout simplement pouvoir se projeter dans un avenir paisible avec le respect de ce que les anciens ont laissé. Nos terres, notre savoir, notre pastoralisme, nos traditions, et donner aux jeunes les moyens de vivre à Molière comme dans n'importe quel village français. L'an prochain, nous fêterons les 80 ans du rattachement de Molière à la France. Le temps n'est-il pas venu d'accéder à Molière par une route carrossable, propre, avec des caniveaux nettoyés? Permettez-moi quand même de rendre hommage à mon mari Jacques Colombero qui nous a quittés en mars dernier, enterré aujourd'hui dans notre beau cimetière grâce à la diligence de notre équipe municipale. Depuis plus de 50 ans, il a arpenté Molière avec ses vaches, connaissait chaque pierre, chaque source pour abreuver son bétail. Andrea, son neveu et nos enfants continuent dans cette pure tradition et perpétuent l'élevage à Molière. Jacques œuvrait pour le bien commun, notamment en faisant venir chaque année le prêtre de Sainte-Anne de Vinaggio à la messe du 6 septembre. Il allait les chercher avec son 4x4 par le col Mercière. Et avant, c'était Don Pepino, Don Panero, et ils co-célébraient la messe avec le Père Porcier pour la fête de la Nativité. Tous ses amis s'en souviennent. Il a bien mérité d'être accueilli pour sa dernière demeure dans ce cimetière bien italien. Je remercie Christophe Pellegrin de maintenir cette tradition de la Nativité pour la messe qui aura lieu, la date exacte, le 5 septembre. Et si vous voulez venir, c'est une fête magnifique qui est beaucoup plus intime, familiale et qui est très belle. Voilà, merci. Maintenant, je laisse la parole à notre maire, non sans vous souhaiter une magnifique journée. Merci Monique. Ensuite, bien sûr, il y a puisqu'on est dans les pistes et les chemins, le chemin de Pierre Blanche. La réfection de ce chemin sera achevée d'ici la fin de l'été et les travaux pour la partie basse débuteront dès demain et se poursuivront jusqu'à la fin du mois de septembre. Nous remercions sincèrement la préfecture des Alpes-Maritimes qui a financé ces travaux au titre des fonds dédiés à la tempête Alex, ainsi que le Parc national du Mercantour pour leur programmation et le suivi du chantier. Merci. Alors maintenant, la Vierge et l'enfant. Concernant la statue de la Vierge, à l'enfant de Molière, elle est classée au titre des monuments historiques. Et le conservateur des antiquités et d'objets d'art a demandé son transfert au Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine à Marseille, afin qu'une étude préalable puisse être menée. Concernant maintenant la restauration des toitures, des travaux seront engagés lorsque les autorisations seront obtenues sur 2 bâtiments emblématiques de notre patrimoine, la vacherie du Collet et la caserne des Carabinières. Les toitures de ces 2 bâtiments sont entièrement restaurées à l'identique, restaurées à l'identique, sur des fonds restants de la tempête Alex. La commune de Val-de-Blore a décidé de refaire l'escalier d'accès à la caserne des Carabinières. Vous voyez que cet escalier est en très très mauvais état. Nous avons décidé, sans attendre qui que ce soit, de les refaire et je pense qu'ils vont encore débuter, ils continuent de faire partie de l'histoire de notre commune. Alors avec le conseil municipal, nous souhaitons également avoir une pensée reconnaissante et émue pour toutes celles et ceux qui nous ont précédés dans la conduite de nos communes. Par leur engagement, ils ont façonné nos villages,
fait vivre nos traditions et transmis un précieux héritage que nous avons aujourd'hui, à notre tour, la responsabilité et l'honneur de préserver et de faire vivre. Profitons pleinement de cette belle journée. Mesurons la chance que nous avons de vivre dans une commune exceptionnelle, riche de ses paysages, de son patrimoine, de son histoire, mais surtout riche de ses habitants. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête du 15 août et une excellente journée entourée de vos proches, placée sous le signe de la convivialité, de l'amitié et du partage. Vive Molière, vive Val-de-Blanc, vive la République et vive la France! Place maintenant au traditionnel repas qui vient clôturer cette matinée de célébration du 15 août. Un moment convivial qui marquera également le début de la suite des festivités avec notamment une tombola. Pendant ce temps, nous reprendrons le chemin d'Isola avec encore de belles images de cette journée à découvrir.